Une première intervention. Oui, Benoît Biteau, je me présente rapidement, je suis vice-président de cette région, Poitou-Charentes, qui a été la première région en France à délibérer contre l'arrivée des OGM sur son territoire. Je suis en charge de la ruralité, l'agriculture, la pêche et les cultures marines. On pourrait parler d'eau très longtemps ensemble avec Sylvie Brunel. Si j'ai fait le choix de la configuration de cette commission, c'est justement pour faire le lien terre-mer. Vous parliez de la pêche, moi j'ai une autre analyse pour sauver la pêche que celle des fers des OGM. Préservons d'abord le milieu maritime et on pourra commencer à parler de préservation de la pêche. Je suis aussi paysan bio. Qui a repris une ferme qui était allée très loin dans le développement du modèle intensif et qui, en basculant en bio, a juste multiplié par 5 l'emploi sur cette ferme-là, tout en effaçant la pénibilité, puisque mon père, qui a un peu plus de 75 ans aujourd'hui, me dit finalement tu fais ce que faisait mon père, mais tu as effacé ce qui était contraignant pour lui, la pénibilité. Paysans également impliqués dans des démarches de coopération avec les pays du Sud pour développer un autre modèle que le modèle basé sur les OGM. Et enfin, généticien, ayant conduit des programmes de recherche sur le clonage et sur les OGM, dont je me suis retiré parce que j'ai un profond respect pour les prouesses technologiques que sont le clonage ou les OGM, mais ce qui me pose problème, c'est l'intérêt commun. Et aujourd'hui, les démarches conduites autour de la recherche de ces évolutions sont malheureusement, à part quelques exceptions près, très éloignées de l'intérêt commun. Donc moi, je voulais revenir sur... alors j'ai pris plein de notes, je pourrais revenir sur plein de sujets. Mais sur la notion de souveraineté alimentaire, puisque c'est le sujet dont on parle aujourd'hui, et poser quelques questions à Mme Brunel. Comment est-ce que, Mme Brunel, vous pensez qu'on va pouvoir continuer à nourrir 9 milliards de personnes en 2050, c'est à peu près ce qui est annoncé, avec un modèle agricole à ce point dépendant d'une ressource qui est annoncée disparue dans quelques décennies, qui s'appelle le pétrole? Pour produire une unité d'azote, il faut 2,4 litres de pétrole. Et l'agriculteur dont vous parlez, qui cultive des OGM ou qui cultive avec un modèle qui est très éloigné de l'agronomie, qui ne sait plus valoriser les ressources parfaitement gratuites et parfaitement inépuisables que sont par exemple le carbone dont vous avez parlé, que sont par exemple l'azote dont on peut parler, 80% de l'atmosphère est composée d'azote, qui ne sait plus valoriser la vie des sols, qui ne sait plus valoriser la lumière qui tombe jour après jour, minute après minute à la surface du sol, donc qui s'est détourné de ses démarches agronomiques. Comment est-ce que cet agriculteur qui, par exemple pour la fertilisation azotée, pour une unité d'azote a besoin de 2,4 litres de pétrole, sur le maïs dont vous nous parliez Madame Brunel, avant que l'agriculteur ait tourné la clé de son tracteur et fait commencer à tourner un moteur, il a déjà étendu 700 litres de pétrole, si je schématise, 700 litres de pétrole à l'hectare pour produire son maïs. Je me pose la question de comment est-ce que ces agriculteurs-là pourront nourrir effectivement 9 milliards de personnes en 2050. Vous avez parlé, j'ai synthétisé ça dans un mot qui s'appelle la compétitivité, vous nous avez parlé de la force exportatrice agricole française. Je vais vous rappeler quelques chiffres. La PAC, en France, c'est 10 milliards d'euros. La balance commerciale de l'agriculture, certes excédentaire, est de l'ordre de 6 à 7 milliards d'euros. Donc déjà, on a moins engagé, on a moins de balance commerciale qu'on a engagé d'argent public en amont. Et vous avez parlé des coûts externalisés, je vais juste prendre un exemple, puisque vous avez évoqué la question de l'eau. La réparation des dégâts causés par le modèle agricole dépendant de cette ressource qui s'appelle le pétrole, qui, entre parenthèses, alimente la fourniture de gaz à effet de serre, coûte 54 milliards d'euros par an pour dépolluer l'eau avant d'être distribuée. Une compétitivité qui met 6 ou 7 milliards d'euros dans la balance commerciale, mais qui coûte derrière aux contribuables, ou avant plutôt aux contribuables, 10 milliards d'euros vers la PAC, et ensuite 54 milliards d'euros pour dépolluer, à un moment donné, il faut qu'on parle de la compétitivité dans une approche globale. Enfin, je pourrais dire plein de choses, mais je vais m'arrêter, je ne veux pas monopoliser la parole. La principale menace quand même des OGM, et les généticiens le disent, c'est qu'aujourd'hui, sur la diversité, sur la variabilité génétique dont on dispose à la surface de la planète, on n'a valorisé qu'1% du potentiel sur lequel on peut s'appuyer pour faire du développement agricole demain. Le problème des OGM, au-delà du fait que c'est des réponses à très court terme, vous avez parlé des BT, je vous rappelle qu'effectivement les BT, on peut les utiliser en agriculture biologique tant que la molécule n'est pas insérée dans la plante et produite par la plante. Mais la principale menace avec les OGM, c'est que sur ce potentiel de variabilité génétique sur lequel on peut s'appuyer pour faire du développement, et si on mobilisait autant d'efforts sur la richesse que constitue cette variabilité génétique pour faire de la recherche qu'on en mobilise sur les OGM, on a probablement les réponses demain pour nourrir tout le monde dans des approches plus agronomiques. Et
la vulgarisation des OGM qui n'apporte aucune avancée aujourd'hui. Vous avez parlé de résistance à la sécheresse, ça n'existe pas aujourd'hui. Il n'y a pas de plantes résistantes à la sécheresse aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous met sur le marché des plantes qui développent des résistances au Roundup ou qui produisent du BT. Ça n'a pas d'intérêt. En France, quand on utilise des OGM, et je vous invite à regarder la carte qui a été diffusée par le ministère de l'Agriculture il y a quelques jours sur les surfaces encore en OGM en France dans le cadre d'expérimentation, la productivité est en baisse parce qu'on travaille sur du matériel d'il y a 10 ans sur lequel on a appuyé la démarche OGM et qui font que les variétés sont ringardes au moment où elles arrivent sur le marché. Donc il n'y a pas de gain de productivité. En revanche, l'utilisation en grand sur les parcelles en France menace tout ce pan de diversité génétique sur lequel on peut s'appuyer pour faire de la recherche demain et donc occulte des pans entiers de recherche qui peuvent nous permettre d'avancer sans les OGM. Et donc là, on est en train de désertifier la variabilité génétique et donc on est en train de se priver, si on met en place les OGM, de lignes de recherche fondamentales. Merci, merci. Sylvie Brunel. Monsieur. Oui, j'ai pas bien compris votre position concernant l'eau. Vous êtes contre l'irrigation ? Alors, c'est jamais manichéen, hein, comme je vous ai dit. Moi, je suis généticien, j'ai fait de la recherche sur les OGM et le clonage. C'est jamais manichéen. Moi, tant que les OGM sont renfermés dans les labos pour produire des molécules médicamenteuses, ça me va très bien. Ce qui me gêne, c'est les OGM en plein champ qui menacent toutes les autres formes d'agriculture. À l'égard de l'eau, on ne peut pas considérer que l'agriculture peut s'affranchir de l'irrigation. On ne peut pas considérer que l'agriculture, demain, n'aura peut-être pas besoin de stocker de l'eau pour faire de l'irrigation, puisque c'est le sujet en région Poitou-Charentes. Le problème que pose aujourd'hui le développement du modèle dont vous parlez, c'est qu'en Poitou-Charentes, c'est 2000 km de cours d'eau à sec chaque année, avec des ostréiculteurs qui attendent de l'eau douce à l'estuaire pour produire de l'huître de Marennes-Oléron, dont j'ai aucun doute vous appréciez la qualité, mais qui est en train de disparaître. Et le problème de l'utilisation de l'eau ou du stockage de l'eau, c'est pour qui, pourquoi, qui paye et quelle gouvernance. C'est ça le sujet. Et quand on aura réglé ce problème-là et qu'on utilisera l'eau pour effectivement atteindre la souveraineté alimentaire plutôt que de déverser du maïs sur le port de la Palisse, quand on utilisera de l'eau pour une plante qui est présentée comme économiquement très pertinente, alors que les retenues de substitution sont financées à 80% aujourd'hui et que les agriculteurs ne trouvent même pas les 20% nécessaires pour financer la part à leur charge, alors que c'est une plante qui, paraît-il, est très rentable, ça me pose un problème. Donc voilà. Et quelle gouvernance ? Article 1 de la loi sur l'eau, l'eau est un bien commun. Commun. Il y a un monsieur qui veut pas. Non, moi je pense qu'il faut. Non, est-ce que vous avez une réponse à apporter ? Non, moi ce que je voulais juste. Brièvement aussi, évidemment. Oui, très brièvement. Je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble du monde agricole, puisque vous êtes le vice-président de la région, est engagé dans une agriculture de précision. C'est-à-dire que toutes les exploitations agricoles n'ont plus envie, vous l'avez souligné, d'avoir des intrants qui leur coûtent extrêmement cher pour des débouchés qui sont parfois aléatoires. Apparemment, vous avez de bons débouchés, puisque vous dites que vous avez pu augmenter votre personnel, vous avez pu revenir. Alors, simplement, dans quel système de vente de vos produits êtes-vous ? Est-ce que vous avez des débouchés garantis ? Comment ça se passe ? Parce que peut-être que ce dont vous bénéficiez, certains de vos collègues n'ont pas la chance de pouvoir en bénéficier. Je ne sais pas, je vous pose la question. Excusez-moi pour le reste de l'assistance, mais... on en échange. Le débouché, on l'a créé nous-mêmes, c'est-à-dire que moi je suis engagé dans une coopérative, alors on peut lancer le débat aussi sur les modèles coopératifs du moment, et autour de la crise laitière. Si aujourd'hui les laitiers, les producteurs de lait sont en grande difficulté, c'est d'abord parce qu'ils ont oublié, parce qu'il faut quand même aussi remettre les choses, j'ai parlé d'agronomie, c'est d'abord parce qu'ils ont oublié que des animaux qui sont herbivores, je vous invite à ouvrir le dictionnaire à bovin, caprin, ovin, le premier mot que vous trouvez c'est herbivore. Vous nous avez parlé quand même de nourriture à base d'OGM. Moi mes animaux ils ne mangent que de l'herbe. Donc ils ne mangent jamais d'OGM, parce qu'il n'y a pas recours au maïs, parce qu'il n'y a pas recours au soja. Donc quand on commence à revenir aux fondamentaux et qu'à des herbivores on fait manger de l'herbe, on trouve une rentabilité économique et qui profite à l'éleveur avant de profiter au marché de l'aliment. Ça c'est une première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'on a constitué une coopérative au sens noble du terme, où tous les agriculteurs sont impliqués dans le fonctionnement de la coopérative, rien à voir avec Terra Lacta par exemple pour faire la référence locale, et dans cette coopérative, eh bien, on s'est penché sur les débouchés. Et les producteurs impliqués à la CORAB, la coopérative régionale des agriculteurs bio, ont fait le choix de produire des productions exclusivement dédiées à l'alimentation humaine.
Et donc on ne produit pas de soja pour nourrir des animaux. On produit du pois chiche pour mettre dans le couscous, par exemple. Donc on a pris en main notre destin et on n'a pas attendu que des gens qui veulent s'enrichir sur notre dos imaginent notre avenir à notre place. Mais non, juste un mot. Pendant l'été 2011, vous dites on nourrit nos vaches à l'herbe, mais vous avez vu, là, cette année, on a de l'eau, les réserves sont pleines, etc. Mais quand il y a eu cette grande sécheresse, vous savez très bien qu'il a dû y avoir un certain nombre d'actions entre les différentes filières agricoles pour justement que les vaches un certain nombre d'agriculteurs ont dû abattre leur cheptel parce qu'ils n'avaient pas d'herbe. Je vais être dur avec vous, Mme Brunel, mais il faut se poser les bonnes questions. Je suis éleveur et producteur de lait. J'ai jamais produit autant de lait qu'en 2011 sur le modèle herbagé. C'est-à-dire que les éleveurs ont été sauvés... Sans irrigation ? Bien sûr, sans irrigation. Les éleveurs ont été sauvés par la pluviométrie estivale. Et tous nous disent, si on n'avait pas eu notre maïs pour nous sauver, on n'aurait pas pu trouver notre autonomie alimentaire. Sauf que en 2011, les préfets avaient fermé les robinets. Ici, en Poitou-Charentes, tous les robinets de l'irrigation étaient fermés, on ne pouvait plus irriguer. S'il y a eu du maïs en région Poitou-Charentes pour sauver l'autonomie alimentaire des élevages, c'est que la pluviométrie a permis de faire pousser des maïs. Et la pluviométrie, elle ne s'est pas concentrée sur les parcelles de maïs. Il a plu aussi sur les prairies. Et depuis que je suis agriculteur, la seule année où j'ai pu faire 2 fauches, une fauche minable au printemps, parce que vous l'avez décrit, mais une fauche d'automne, c'est en 2011. Et c'est l'année où sur mon élevage caprin, puisque je suis producteur de lait de chèvre et de fromage, j'ai jamais fait autant de lait qu'en 2011. Donc faut arrêter, on se pose les bonnes questions, on pose les bons diagnostics, mais il faut aller plus loin et chercher vraiment au fond des choses et pas tomber dans des messages un peu démagogiques. Vive le regain, n'est-ce pas? Monsieur, d'abord moi.